Bonjour. Au travers de cette vidéo, je voudrais revenir un petit moment sur les annonces qui ont été faites la semaine dernière pour la nouvelle version de Vault 1.10. Je m'appelle Jérôme Papazian et je suis Solution Engineer chez HashiCorp. Donc, pour revenir rapidement sur Vault, d'abord, qu'est-ce que Vault? Vault est une solution qui va vous permettre d'accéder à des informations sensibles que vous avez auparavant sauvegardées. Le principe de base, c'est bien sûr la validation d'identité. Pour accéder à des informations sensibles, on cherche d'abord à valider qui vous êtes. Une fois qu'on a validé que vous avez bien le droit d'accéder à ces informations, on vous donne l'accès à ces informations. Les trois use cases principaux que l'on va décliner sur Vault sont les suivants. La gestion des secrets, point numéro 1, donc toutes ces informations sensibles. Le numéro 2, c'est le chiffrement des données. Et le troisième use case, c'est la protection avancée des données sensibles. Ceci étant dit, je vais passer quelques minutes maintenant pour décliner les thèmes qui sont prépondérants chez HashiCorp sur le développement et la roadmap de Vault. Donc, il y a 5 thèmes qui sont les suivants. Le premier, c'est la gestion des secrets et la sécurité. Donc, très important aussi parce que l'idée principale, quand on parle de gestion des secrets, c'est de faire en sorte que les utilisateurs aient un accès facile à ces informations-là, tant pour rajouter des informations, tant pour créer des nouveaux secrets, des nouveaux moteurs de secrets, tant pour mettre à jour ces secrets, que pour, bien sûr, améliorer la posture de sécurité. Donc, premier thème ici, très important. Deuxième et troisième thème qui sont un peu liés. Donc, deuxième thème, c'est l'écosystème, donc développer toutes les technologies qui sont et les intégrations qui sont dans l'écosystème de Vault. Troisième thème, ce sont tous les cas d'usage adjacents, notamment, on va le voir tout à l'heure, au niveau de tout ce qui est HSM et PKI. Quatrième thème, c'est comment permettre d'utiliser Vault à l'échelle, donc un terme que nos confrères anglo-saxons aiment bien, at scale. Donc à l'échelle, comment on fait pour passer par exemple d'une solution Vault open source à une solution Vault Enterprise, mais même ne serait-ce que sur du Vault open source. Et puis cinquième thème, parce qu'énormément de nos clients avancent là-dessus, qui est la transition vers le cloud et notamment l'offre SaaS de HashiCorp qui s'appelle HCP, HashiCorp Cloud Platform, HCP Vault. Donc voilà, c'est autour de ces 5 thèmes que les nouvelles fonctionnalités de Vault 1.10 ont été déclinées. Et on va commencer tout de suite avec ce qui a été annoncé donc, il y a une petite dizaine de jours sur le premier thème, la gestion des secrets et la sécurité. Donc, on a les 5 nouveautés suivantes. Premièrement, le support dans la version open source de Vault du MFA. Deuxième point, c'est de proposer un binaire alors, Vault Enterprise qui soit compliant, conforme avec la norme FIT 142, on va voir ce que ça veut dire. Troisième point, c'est utiliser pour l'interface graphique le Session Storage plutôt que le Local Storage. Quatrième point, c'est une nouvelle directive de policy qui s'appelle Patch pour du Zero Knowledge. Et puis, enfin, pour les développeurs, des applications type HelloVault plus simples à utiliser pour tester les nouvelles fonctionnalités. Alors, si on va un peu plus dans le détail de ces 5 premières nouveautés. D'abord, au niveau de MFA, l'idée, c'est vraiment de dire, au niveau de HashiCorp, que ça n'avait pour nous plus de sens de faire en sorte que cette fonctionnalité de MFA qui sert à permettre à nos clients de renforcer leur posture de sécurité ne soit disponible qu'en version Enterprise. Donc, elle a été bougée, si je peux me permettre le terme, dans la version open source. Donc maintenant, nos clients vont pouvoir utiliser du MFA pour renforcer leur authentification en Vault. Il y a une toute petite fonctionnalité, une toute petite partie de ce MFA, ce qu'on appelle maintenant le Step-Up MFA, qui est toujours disponible dans la version Enterprise, et c'est ce qui permet justement d'utiliser du MFA pour accéder à des secrets particuliers. Donc, cette partie-là est toujours disponible dans la version Enterprise uniquement, mais pour le reste, si je veux m'authentifier dans l'interface graphique de Vault, par exemple, et que je veux faire appel à du MFA avec du Duo, du Ping ID, etc., maintenant, c'est quelque chose qui est possible. Donc, voilà pour le MFA. Le deuxième point, c'est pour nos clients Vault Enterprise qui cherchent à être
conforme à certaines directives ou réglementations. Alors, un peu moins européenne parce que FIPS 142, c'est l'Amérique du Nord, mais néanmoins, on a incorporé une librairie cryptographique développée par Google et régulièrement auditée par des experts américains pour s'assurer que cette librairie, donc c'est la Boring Crypto d'ailleurs, pour s'assurer que cette librairie est bien CMVP approved et donc conforme au standard FIPS 142. Donc, on va proposer un nouveau binaire Vault dans la version Vault Enterprise Plus qui intégrera directement cette librairie. Troisième nouveauté, pour l'interface graphique, auparavant, on avait un local storage, ce qui voulait dire qu'il y avait entre les différents onglets ou les différentes fenêtres d'un navigateur, il pouvait y avoir des fuites de données. S'il y avait des utilisateurs malicieux, on pouvait récupérer des informations d'un onglet à un autre. Maintenant, en utilisant du session storage, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sécurisé par session, justement. Quatrième point, c'est cette nouvelle directive patch qu'on applique sur le moteur KV V2 et qui va permettre de patcher un secret sans avoir connaissance des différentes versions ou des autres secrets de ce moteur. Alors, c'est quelque chose qui était relativement compliqué à faire auparavant et cette directive patch, ici, cette policy patch, va permettre justement de réaliser cette action sans connaissance des secrets, sans avoir la capacité de faire du read sur les autres versions des secrets. Simplement, on fait un patch, on met à jour et on fait évoluer cette version 2 vers une version 3 sans savoir ce qui s'est passé avant, sans même connaître la valeur de la version 2. Et le dernier point, c'est effectivement pour nos clients, développeurs, qui veulent rapidement tester une nouvelle fonctionnalité. En fait, ce qu'ils devaient faire, c'était récupérer les repos Git qu'on avait mis à leur disposition, les tutorials Learn, etc. etc. Maintenant, on va de façon un peu plus poussée, on propose des applications en C, en Go, en Java, pour leur permettre de tester très rapidement avec ces applications les secrets dynamiques, etc., etc. Donc voilà pour ce premier point qui concerne la sécurité et la prise en main. Le deuxième point, qui concerne l'écosystème. On a les 6 points suivants qui ont été rajoutés en version Vault 1.10. Alors d'abord, et c'était uniquement du Tech Preview auparavant, Vault maintenant est un provider OIDC. C'est General Availability, alors qu'avant c'était Tech Preview. Ensuite, on a fait des améliorations sur l'intégration avec le Secret Engine Consul, sur l'extension avec sur le caching avec l'extension Lambda. Sur le Terraform Provider, on intègre un nouveau Secret Engine IBM DB2 et puis du multiplexing de plugins pour les bases de données. Premier point, Vault en tant que Identity Provider OIDC, ça va simplement permettre aux applications de faire de la délégation d'authentification comme ce qu'on fait de façon classique avec OIDC. Donc, on va faire de la délégation d'authentification à Vault, donc une identité qui est déclarée dans Vault pourra être validée. Donc, un des cas d'usage ici, on le retrouve avec un des autres projets de HashiCorp qui s'appelle Bondary, où un utilisateur se connecte à Bondary, plutôt que de s'authentifier dans Bondary ou alors avec un système tierce, Bondary va valider l'authentification de l'utilisateur dans Vault, si cet utilisateur est déjà identifié dans Vault avant de proposer un accès à une ressource tierce. Deuxième nouveauté dans ce thème, c'est le Secret Engine Consul. Ce Secret Engine, maintenant, lorsqu'on demande un token, les notions de namespace, de rôle, d'admin partition sont intégrées au niveau de cette intégration, ce qui n'était pas le cas auparavant. Troisième point très important, et je fais une petite parenthèse d'ailleurs, ce point-là vient d'une PR de la communauté. Donc, la communauté Vault est encore très importante et toujours très importante au niveau des développements qu'on fait. Donc, on remercie la communauté
pour tous les apports qu'elle propose. Donc, l'idée ici, c'est de dire avec l'utilisation croissante de Lambda et donc du besoin de secret pour s'authentifier avec Lambda, à chaque fois qu'on devait le faire, il y avait une requête sur le serveur Vault. Maintenant, on utilise ce mécanisme de caching qui permet de ne pas surcharger le serveur Vault avec notamment du proxy. Le Terraform Provider, deux choses au niveau du Terraform Provider qui continuent d'évoluer. Premier point, c'est la prise en compte du moteur Camip de Vault pour pouvoir le configurer via ce Terraform Provider. Et le deuxième, qui lui aussi est relativement important et qui concerne au niveau de Vault le support des namespaces. Donc, auparavant, le namespace était déclaré au niveau du provider et tout ce qu'on devait faire au niveau du code Terraform, donc tout ce qu'on déclarait comme ressource était dépendant de ce namespace, avec un certain nombre de limitations, parce que si on voulait aller travailler dans un autre namespace ou créer un autre namespace, il fallait un autre bloc de code, ce qui posait des problèmes avec les dépendances et de la complexification au niveau du code. Maintenant, on a la possibilité au niveau du provider Terraform, déjà de créer de façon dynamique des namespaces, et ces namespaces-là peuvent être utilisés au niveau des ressources, non plus au niveau du provider, la définition du provider, mais au niveau des ressources qu'on crée. Donc, ce qui permet beaucoup plus de flexibilité au niveau du code Terraform. On avance avec la prise en compte de credential dynamique pour le moteur IBM DB2. Donc, ce qu'on fait maintenant, IB2, le problème de DB2, pardon, pas IB2, le problème de DB2, c'est qu'il n'y a pas de notion d'utilisateur qui est définie au niveau DB2, et DB2 s'appuie plus précisément sur les utilisateurs sur lesquels la base est installée. Donc, ce que fait Vault dans ce cas précis, dans ce qu'on propose, c'est que Vault va aller générer des credentials de façon dynamique au niveau d'un annuaire LDAP. Donc, on utilise le plugin LDAP, le security plugin LDAP de DB2. On génère des credentials. Les utilisateurs viennent se connecter à Vault pour récupérer ces credentials dynamiques, et avec ces credentials, vont se connecter à DB2, et DB2 qui va valider que ces credentials sont bien valides. Et enfin, la notion de multiplexing de plugins, c'est aujourd'hui disponible pour les bases de données et d'abord pour Oracle, et ça va bien sûr s'étendre. Mais ce qui se passait avec cette notion de plugin, c'est qu'à chaque fois qu'on crée une configuration pour une base de données, on allait, et qu'on se connectait à cette base de données, donc ensuite on allait avoir un process par configuration, ce qui avait comme conséquence de consommer énormément de ressources sur le serveur Vault. Maintenant, avec cette nouveauté, ce qui va se passer, c'est que toutes les connexions à une base de données vont être multiplexées au travers d'un seul process. Et encore une fois, comme vous le voyez sur l'écran, c'est uniquement pour pour Oracle maintenant. On avance au niveau du troisième use case avec les intégrations HSM, donc Hardware Security Module, avec du KMS AWS, et puis tout ce qui est chiffrement as a service, donc sur ces cas d'usage adjacents. Au niveau HSM, c'est une fonctionnalité enterprise, mais encore une fois, pour des raisons de conformité, de réglementation, nos clients ont besoin de parfois déléguer au HSM et non pas à Vault la génération de clés et le chiffrement de certains certificats. Donc, auparavant, tout cela a été fait au sein de Vault. Maintenant, ça peut être fait au sein du HSM. Ça, c'est le premier point. Et notamment au niveau de la cérémonie des clés, ça permet d'avoir aussi plus de sécurité, plus de conformité avec les standards. La même fonctionnalité est disponible avec des KMS Cloud. On a aujourd'hui le support du AWS et Azure qui va arriver très rapidement au niveau du KMS. Pour finir sur ces cas d'usage adjacents, on a une fonctionnalité de chiffrement as a service au sein de Vault avec le moteur Transit. Cette fonctionnalité de chiffrement était extrêmement appréciée de nos clients. Il manquait
une chose qui était la rotation automatique des clés de chiffrement. Ça veut dire que même si on est capable d'historiser ces clés, même si on est capable de garder actuellement un certain nombre de clés, à chaque fois qu'on voulait mettre à jour une clé ou faire une rotation de clés, il fallait le faire de façon manuelle. On crée maintenant, avec cette nouvelle fonctionnalité, un champ qui dit que on va dire tous les 2 mois, la clé est automatiquement mise à jour par une nouvelle clé. Avant-dernier thème, le passage à l'échelle de Vault avec des implications aussi sur la partie Vault Enterprise. D'abord, premier point sur l'amélioration du comptage des clients. Donc, très rapidement, les clients, c'est la métrique de Vault dont on se sert pour Vault Enterprise pour la facturation. Un client, c'est une entité, que ce soit une machine, une application ou un être humain, qui se connecte au back-end d'authentification, à un back-end d'authentification de Vault. Donc, ce qu'on propose dans la nouvelle version, 1.10, c'est beaucoup plus de finesse et de granularité pour comprendre comment ces clients sont créés et où on en est dans notre consommation par namespace et par back-end d'authentification dans chaque namespace. Donc voilà, ça c'était le premier point. Le second point, c'est de pouvoir faire des moves de points de montage, de back-end, de moteur de secret, pardon, pas de back-end d'authentification, de moteur de secret d'un namespace à un autre, ou même lorsqu'on est un client Vault open source et qu'on veut passer à du Vault Enterprise. À ce moment-là, on a la possibilité d'utiliser cette fonctionnalité pour dire tel moteur de secret qui est dans mon namespace root, je vais avoir la possibilité de le copier dans tel namespace. Donc, et c'est quelque chose qui est extrêmement pratique maintenant pour la migration de l'open source vers l'enterprise. Autre chose, et qui était aussi une PR de la communauté, avoir des informations de télémétrie sur le Vault Agent. Donc, je passe rapidement sur le slide suivant qui va permettre de voir ce qu'on est capable de proposer comme métrique ici. Et encore une fois, j'en profite pour remercier la communauté open source pour tout le support qu'elle propose sur la solution Vault. Avant-dernier point, ici, ou dernier point plutôt de ce côté-là, c'est la notion de Server-Side Consistent Token. Très rapidement, là encore, dans une architecture Vault Enterprise, lorsque on a des informations qui sont recopiées entre les différents nœuds d'un cluster, et qu'on vient lire une information sur un nœud qui n'est pas le leader, puisque c'est le leader qui a les informations les plus à jour, ça peut arriver qu'on vienne lire une information sur un nœud qui n'est pas le leader, et à ce moment-là, l'information n'est pas à jour. Donc, on a proposé déjà à partir de la version 1.7 une méthode qui est le Client Controlled Consistency, ici, en modifiant le header des requêtes HTTP qui sont faites au cluster. En modifiant ce header, on proposait de répondre en partie à ce problème. Maintenant, ce qu'on fait, c'est uniquement au niveau du serveur, donc sans avoir à modifier le header au niveau des clients, uniquement au niveau du serveur, on va permettre de répondre à ce problème. Ceci dit, et il faudra aller regarder sur la documentation que vous pouvez avoir et qui est déjà mise à jour d'ailleurs, ça ne marche aujourd'hui que dans le cadre des tokens d'authentification qu'on génère. Et ces tokens ont d'ailleurs un nouveau format qui est un peu plus long et qui inclut la métrique, donc tous les clients Vault Enterprise comprennent de quoi je vais parler, du Write Ahead Logs, qui est inclus maintenant dans ce nouveau token. Et pour finir, les derniers points qui est relativement important aussi, Vault est une solution qui est disponible depuis un peu plus d'1 an en version SaaS dans la plateforme de HashiCorp qui s'appelle HashiCorp Cloud Platform. Depuis 1 an, ce qui était disponible, c'était les fonctionnalités de base, du namespacing par exemple. On propose maintenant avec la version 1.10 un nouveau SKU qui permet de prendre en compte les fonctionnalités de la version plus ici, et puis le MFA. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez trouvé cette présentation intéressante et je vous dis à très bientôt.